Salut tout le monde, c'est Jinji, on se retrouve pour les lectures holistiques rubrique où je vais parler de la gamme Ryutama, presque son entièreté, puisque là, ce que je ne vais pas traiter, c'est le recueil de scénarios que je ne prends pas pour certaines raisons. Donc on va parler du livre de base, de l'écran de meneur de jeu et du supplément traversé. J'ai décidé de traiter les choses autrement. D'habitude, je le faisais d'une manière assez longue et qui demandait une certaine amplitude. Je vais essayer de faire différemment, vous allez me dire ce que vous en pensez. L'élément qui va principalement changer, c'est surtout que je vais implanter un peu l'approche que j'ai eue quand j'ai présenté il y a quelques années les jeux qui ont été faits sous l'OGL 1.0, avec 6 critères d'une échelle à 1 à 6, qui est de nul à exceptionnel, tout en sachant que la somme de tout ça ne constitue pas une note. Je suis contre le principe de moyenne, je suis contre le principe de notation. C'est le niveau de recommandation vis-à-vis des critères. Chacun racontera quelque chose et moi je raconterai quelque chose en plus dans cette interprétation. Donc voilà, c'est parti. Ryutama, qu'est-ce que c'est? Alors Ryutama, c'est un jeu de rôle de type fantasy, mais qui n'est pas dans le registre du tabletop RPG. Alors c'est difficile de trouver un terme exact, puisque c'est quelque chose qui va, je pense, commencer à grandir, puisque au moment où je vous parle, j'ai entendu parler d'une ascension, et je pense que Ryutama, qui est en fait un ancêtre de cette volonté de vouloir transformer en fait du JRPG, donc le jeu vidéo, où on avait des personnages qui évoluaient dans un décor RPG du type Donjons et Dragons, Dragon Quest, et même les plus tactical comme Tactic Ogre, Shining Force, etc., etc., essayer de le retranscrire avec une dimension contemplative qui a donné Ryutama. Ryutama, j'ai l'impression que c'est un précurseur de cette approche de vouloir faire en fait l'esprit JRPG, donc c'est-à-dire du jeu de rôle, littéralement du jeu de rôle à la japonaise, en JDR, et je trouve ça très intéressant, d'autant plus que récemment, il y a eu beaucoup de choses qui ont commencé à apparaître comme projet, comme par exemple la série des Is, Shin Megami Tensei, plus précisément en fait hier encore, au moment où je vous parle, j'ai eu vent de Phantasy Star, hein, qui est une franchise que j'apprécie beaucoup, même si je suis pas trop de la génération Genesis. Cette espèce de cosmic fantasy est quand même un truc qui a fédéré une bonne partie de mon imaginaire. Donc Ryutama, c'est un peu tout ça, il n'y a pas de classification. Un des successeurs de Ryutama, qui est Fabula Ultima, dont on parlera dans le futur, à parler par exemple du terme Tabletop RPG, sauf que le problème c'est que c'est les mêmes initiales que TT RPG. Et moi, pour départager, j'ai commencé à en fait utiliser une appellation que je trouve accurate, c'est que comme, on va pas se le cacher, les gens qui font du JDR, il y en a très très peu qui ne sont pas tournés vers le combat. Quel est l'élément qui distingue? C'est que au lieu qu'on ait en fait sur une représentation, on va dire vraisemblable du dessus et figurative, on n'est plus trop dans une posture assez abstraite, tout en ayant en fait un certain nombre de règles pour pouvoir construire le paradigme d'évolution dans les conflits, d'où le fait que j'utilise le terme Abstract Tactical RPG, AT RPG. Voilà. Tout ceci étant dit, Ryutama, c'est un abstract tactical RPG qui vous met en tant que joueur dans la peau d'aventurier, et pour le joueur, n'est pas juste le meneur de jeu, il est un joueur spécial qui est un homme dragon, puisque en fait, on va construire ensemble un univers dont le but en fait, ça sera de construire un monde de fantasy. Alors, il y a quelques exemples qui sont donnés, mais on peut même prendre des exemples qui vont au-delà de la fantaisie connue, c'est-à-dire pas besoin d'être dans une fantaisie féodale, renaissance forcément. On peut très bien faire quelque chose du style urbain ou du type space, tout en sachant que les éléments ne seront pas forcément mis pour le livre de base pour pouvoir construire certaines choses, mais pourtant il y a des exemples qui sont donnés. Je pense qu'ils avaient vraiment envie de retourner dans cet esprit un peu dans l'esthétique et des inspirations. Moi, par exemple, au niveau de la direction artistique, moi je vois un truc qui s'inspire beaucoup de la série des Lunars, donc c'est l'inspiration de graphique, c'est plutôt la série des Lunars. Quand tu regardes le style SD qui est présenté dans les illustrations, un petit peu de Dokapon aussi, pour ceux qui connaissent la série des Dokapon. Il y a également, évidemment, les Zelda, surtout les Zelda Breath of the Wild, tout ça, qui normalement arrive que bien plus tard,
mais qui représente déjà cet esprit où tu es lâché dans un vaste monde, tu vas pouvoir explorer, trouver des solutions à des problèmes. Mais c'est la série des Zelda et la série des Ghibli qui a fait belle par belle dans la direction artistique. Ce monde est régi par les dragons. Et les dragons sont des manifestations de la nature. Pour moi qui ai lu un livre récemment, et j'ai pas encore totalement fini le livre, qui parle des dragons, effectivement, un livre parlant des dragons expliquait que les dragons ne sont jamais que des manifestations de la nature, et que ce que je trouve bien avec Ryutama dans le prolongement de cette pensée, c'est que dans nos mythologies, ils sont soit il y a la posture bienveillante et malveillante qui viennent rentrer dans l'équation, alors que dans Ryutama, on est plutôt dans cette approche de est-ce qu'ils sont bien implantés, est-ce qu'ils sont prospères, voire même est-ce qu'ils sont invasifs, ou est-ce qu'ils sont timides. Et il y a aussi le rapport où, quand tu as certains exemples de quêtes, de est-ce que parce s'ils sont invasifs, est-ce qu'il faudra pas les repousser plus tard, pas forcément les tuer. Comment on va apporter cette révérence à la nature, cette révérence au dragon. En dessous, il y a les différentes peuplades et les différentes créatures qui existent en tout genre, c'est-à-dire vous avez évidemment les humains, il y a d'autres espèces, comme par exemple on vous fait la mention des chats gobelins ou des chatons gobelins, qui sont des créatures qui sont présentées dans le supplément traversé qui est fourni avec l'écran de meneur de jeu. Donc je vous conseille toujours de prendre fortement les deux, c'est-à-dire le livre de base plus l'écran de meneur de jeu suivi du supplément traversé, pour avoir une belle approche du jeu, et j'expliciterai plus tard comment. Et surtout, la posture des chatons gobelins qui sont jouables vous explique à peu près comment faire une espèce, puisque on sait très bien que dans le livre de base, on va surtout interpréter des humains. Donc, après ces peuplades-là, il y a aussi évidemment des créatures, qui sont des créatures qui ont différentes aspirations qu'on peut voir dans la plupart des JRPG et aussi dans les cultures de la fantasy en général au sens large, mais aussi dans les mythologies diverses. Par exemple, il y a beaucoup de yokai, des créatures qui sont assez comiques, comme des œufs qui ont des pieds humains, voilà, qui je crois aussi est de la culture des yokai d'ailleurs, mais qui est toute une catégorie à part. Il y a évidemment des dragons. Et ce que j'aime bien, c'est ce qu'ils ont mis. Ils ont mis ce que moi j'appelle dans les JDR, puisque moi-même j'en ai fait pour le JDR que j'ai en préparation, ce qu'on appelle des profils adaptatifs, c'est-à-dire que on a besoin de créer une créature, et en fait ce qui va être plus important, c'est l'échelle de grandeur qu'il a, ses performances, et aussi en fait comment il pourrait évoluer ou avoir des variantes. Donc ils ont mis des profils adaptatifs pour en fait qui sont des espèces de cadres qui va vous permettre de créer des créatures. Ensuite, encore au-dessus de ça, il y a les dragons qui représentent différents biomes, je vais montrer 2-3 images à l'écran, et au-dessus, vous avez les 4 types d'hommes dragons, chacun reflétant quelque chose. Donc c'est là où ça va intéresser le meneur de jeu, puisque les hommes dragons, c'est ce que vous allez interpréter. Il en existe 4. Le vert, l'exploration, la contemplation, l'aventure, la découverte. Le bleu, les émotions positives, l'amitié, l'amour, les relations d'une personne à une autre, les relations de certaines choses. Le côté positif des choses est souvent exploité du côté bleu de l'homme dragon. Le rouge, vous vous en doutez, le combat, le défi, l'adversité. Et le noir, on est dans les émotions, pas seulement dans les émotions négatives, mais aussi dans des tournures négatives. Le noir n'est pas aussi absolu, manichéen. Au contraire, je pense que c'est des tas de petites nuances qui vont venir améliorer le jeu, puisque en fait ça traite à la fois de la trahison, de drame, de puzzle, d'enquête, et aussi de pas mal de choses sinistres. Voilà. Et vous avez, du côté joueur comme du côté meneur de jeu, des personnages qui vont évoluer. Ils vont évoluer du niveau 1 au niveau 10 pour les personnages joueurs, et du niveau 1 au niveau 7 pour les hommes dragons. Voilà. Donc, tout ceci va être mis en place dans une aventure ou un univers que vous allez construire vous-même, mais dont les créatures, et plus précisément les dragons et les hommes dragons, vont devoir coexister. Les aventures, du coup, comment ça se passe? Alors, c'est là où justement ça va être intéressant, puisqu'on va parler un peu de son accessibilité. Je trouve que le jeu est très accessible, vous l'aurez sûrement vu dans les scores,
Mais je vais quand même expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, je trouve que ce jeu-là, il est très bien débutant friendly, autant côté meneur de jeu que côté joueur, puisqu'en fait, il possède 3 fiches de scénario, même si on peut très bien ne pas l'utiliser tel quel, qui va finir par, comment dire ça, par aider le personnage joueur, qu'est le meneur de jeu en tant que dragon, mais aussi en tant que narrateur, fait tout ce que le meneur de jeu doit faire. Il doit être arbitre, un peu observateur, il doit donner une direction aux gens aussi. Ce qui va faire que ils vont vous donner beaucoup de fiches. Ne vous faites pas avoir aux premières lectures, puisque moi je l'ai quand même lu 9 fois là déjà. Ne vous faites pas avoir par le fait de vous dire « Ah, il y a trop de fiches, ça va être difficile à gérer ». La plupart des fiches sont optionnelles. Par exemple, pour les scénarios, on vous propose 3 scénarios. Aller d'un point A à un point B, résoudre un problème, chasser un monstre. Mais en vrai, il se base sur une structure de scénario que vous avez déjà eu dans des cours de littérature et de français, qui est en fait situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties, résolution de situation et conclusion. C'est tout ce que ça fait. Les fiches ont une apparence bien différente et ce que ça va plutôt vous aiguiller, c'est plutôt, en fait, à tel scénario, il va se passer ça. À tel scénario, il va se passer ça. Mais le plus important, c'est que comme il y a un équilibre, une égale importance, si vous êtes habitué à la chaîne, vous savez que j'ai l'habitude de dire ça, mais dans ce que j'apprécie, et c'est pour ça que je vous parle du jeu aussi, mais il y a vraiment une égale importance dans les différentes facettes, c'est-à-dire qu'il y a une représentation, on va dire, équilibrée entre l'action, le combat, l'aventure, tu peux ajouter la contemplation aussi, le roleplay, et après, le romantique, dans toutes ses définitions aussi, peut très bien prendre la part belle, puisque il existe plusieurs formes d'adversité. Ce que les fiches sous-tendent et ce que les données aussi du livre va finir par vous dire, c'est que il va vous dire quelque chose qui est à l'exact inverse de ce que font la plupart des meneurs de jeu de nos jours, dans la tendance depuis, moi j'entends ça depuis à peu près 2017-2018. C'est « je ne prépare pas ». Ryutama, il te demande de préparer. La fiche te dit, tu as telle situation, voici le début de scène, tu commences dans telle ville, ah, tu veux savoir c'est quelle ville, cette ville, ils vont y revenir ou pas? Ah, ils vont y revenir, ben, du coup, tu vas devoir expliquer la ville. Combien d'habitants, ils vont vous donner une échelle, ensuite, quels sont les éléments qui sont distinguables, ensuite, quelles sont les données importantes, quels sont les points forts, les points faibles. Voilà, ce qui n'est pas sans rappeler un petit RPGS et RPGS 2 pour ceux qui connaissent ces 2 livres-là de Super Setting, dont j'ai déjà parlé avant, n'hésitez pas à aller voir. Et ensuite, on va vous dire quel type de menace. Et tout ça, c'est la situation de là où ça va commencer. Et par exemple, vous pouvez vous dire, oui, mais vous devez aller faire une escale par là parce qu'il y a un truc à faire. Eh ben, le parcours, si vous avez fait une carte du monde, souvent ce qui est recommandé, c'est de travailler sur l'univers tous ensemble. Voilà, je passe cette partie-là puisque c'est quand même quelque chose qui va être, on va dire, sujet à interprétation, mais ça, on va le voir après. Vous allez évoluer, on va vous dire, oui, par exemple, oui, tu es allé dans tel village de ceci, eh ben, il faut aller là-bas, mais le problème, c'est que là, on était dans une ville avec qui d'abord était entourée par des prairies d'est en ouest, avec des forêts au nord et au sud. Ben, imagine que tu dois aller au sud, et puis en fait, on est dans une zone forestière épaisse, et le prochain endroit où vous devez aller, ben, c'est une zone d'une cité sylvestre. Ben, par exemple, ça veut dire que vous allez aller en forêt. En forêt, est-ce que vous saurez préparer? Si on vous avait dit, par exemple, d'aller au-delà de la forêt, mais plutôt de descendre, d'aller plein sud, de dépasser la forêt, d'arriver dans une zone désertique, quelles est les péripéties que vous allez finir par arriver? Quand on entend adversité dans les jeux de rôle, surtout dans les tabletop RPG, c'est pour ça que je rappellerai un certain nombre de fois que ce n'est pas un tabletop RPG, même si dans les tabletop RPG, il peut y avoir ce qu'on appelle des challenges, c'est-à-dire des endroits qui vont finir par poser des difficultés. Là, même jusque dans votre équipement et votre logistique, vous allez devoir prendre ça en compte. Vous allez dans le désert, si vous pensez être un noble et vous baladez en armure lourde, sans penser cuire sur place parce que votre objet n'est pas du tout enchanté, vous êtes dans la merde. Vous allez devoir enlever votre tenue, peut-être prendre une armure
avec par exemple des parties qui sont un peu drapées pour résister à la chaleur, ou peut-être qu'il y aura un enchantement. Mais le truc, c'est que l'argent est une ressource qui va être de valeur dans ce jeu plus que jamais. C'est vrai que s'il y a un truc qu'il faudrait aussi garder en tête, c'est que je trouve que Ryutama a un petit côté OSR, c'est-à-dire qu'on retourne à cette interprétation des caractéristiques qui est en fait, qui va permettre en fait d'interpréter les actions possibles, tout en vous permettant en fait au travers d'une logistique qui va finir par vous dire comment vous allez grandir. Vous allez grandir avec votre notion de niveau, mais aussi avec la quantité d'argent que vous allez trouver et également aussi comment vous faites face aux différents éléments. L'environnement est une adversité possible et pourrait même être l'ultime antagoniste dans certains types de scénarios. Voilà. Alors, derrière, on pourrait entendre parler aussi de l'homme dragon, c'est-à-dire la créature spéciale qu'interprète le meneur de jeu. Non seulement il reflète le cœur des types de scénarios que vous allez pouvoir faire, mais il y a aussi une marge d'évolution de son niveau 1 à son niveau 7, où il peut prendre des éléments thématiques avec le type de dragon qu'il est, mais aussi prendre des aspects qui viennent d'autres dragons, qui va finir par donner d'autres histoires. Moi-même, j'ai réfléchi au travers de nombreuses fois, est-ce que c'est pas mieux de changer d'homme dragon en cours de route? C'est tout à fait possible d'avoir plusieurs hommes dragons, et puis en fait, le meneur de jeu dit, aujourd'hui, je joue tel homme dragon. Et c'est un conseil de différents dragons qui vont finir par interagir. Sauf que cet exercice va être difficile, et je ne le recommande pas du tout au début. Il vaut mieux commencer avec un homme dragon, vous le faites évoluer, et vous faites un circuit d'une campagne qui est plus ou moins d'une certaine longueur. Voilà. Donc, adversité dans l'environnement, des descriptions habiles. N'hésitez pas à regarder en fait certaines descriptions qu'on vient vous donner pour certaines choses. Certains éléments dans les objets vont à l'essentiel, vont vous dire comment évoluer dans les différents milieux. Et il ne s'agit pas seulement de savoir dans quel type de climat ou quel type de biome, mais aussi quel type de météo vous allez finir par avoir. Tout ça rajouté aussi avec des éléments comme par exemple subir la fatigue, avoir ce qu'on appelle des conditions, des altérations d'état qui vont faire descendre la marge des dés. Et ça, c'est quelque chose que je vais expliquer un petit peu plus dans la partie combat. Pour la partie combat, comment ça se passe? Alors, avant ça, il faut savoir un truc, c'est que l'homme dragon, dans sa représentation, il se tient à distance d'énormément de choses. Il possède des souffles ou des artefacts qu'il pourra finir par utiliser de temps en temps en utilisant de sa force vitale. Si on doit parler un petit peu du lore de Ryutama au global, puisqu'il n'y a aucun setting qui n'est proposé, et c'est une bonne chose je trouve, puisque le but c'est que vous construisiez l'univers avec les joueurs, c'est que vous tenez à distance et vous vous alimentez de l'histoire et surtout de l'essence de l'histoire vis-à-vis en fait de ce qu'ils vont expérimenter, mais qui sera toujours au goût des thématiques de ce que vous allez en fait entreprendre. Alors je crois qu'il donne des idées de dragons en fait par lequel commencer. Je crois qu'on vous dit le bleu et le vert pour commencer et le noir et le rouge pour avancer. Je vais être clair là-dessus. Je me doute qu'ils ont sûrement fait ça pour que les gens ne viennent pas à se verser à jouer Ryutama pour le combat. Ça serait une erreur. J'expliquerai dans la partie combat dans pas longtemps. Mais le jeu a différentes adversités, il faut entendre toutes les respecter. Par contre, pour l'homme dragon en question, il se tient à distance et si jamais il vient intervenir directement, voire même se transformer totalement en dragon pour intervenir dans une bataille, parfois ça se fait au prix de sa propre vie. Il ne peut pas se révéler aux alentours des personnages joueurs. Alors, il n'y a pas d'explication tout à fait claire là-dessus. Je vais juste vous donner mon interprétation. Mon interprétation, elle est simple. C'est que les hommes dragons sont des espèces de divinités mineures protectrices du monde. Ce qui fait que si jamais les héros ils viennent à se dépasser, ça fait en sorte que la marge du monde finit par évoluer. La manière dont elle évolue dépend de la thématique de l'homme dragon. L'homme dragon
s'en nourrit, et l'homme dragon utilise l'excès de nourriture et d'énergie qu'on lui a donné pour le transmettre à certains dragons mineurs. Quand je dis dragons mineurs, on s'entend, hein, c'est des dragons qui sont liés au biome, au climat, etc., etc. Et ensuite, ces dragons-là vont être plus prospères par certains trucs, et même en évoluant, l'homme dragon va, par la force des dragons qu'il a alimentés, peut-être aider les personnages joueurs. Par exemple, les personnages joueurs peuvent s'habituer à certains biomes, mais ils peuvent aussi avoir certaines aides à certains biomes. Tout ceci étant dit, c'est pour ça, je pense, que l'homme dragon est important et qu'il doit rester. Parce que si jamais l'homme dragon venait à claquer ses souffles tout le temps, il doit quand même lancer quelques-uns. Je crois que c'est recommandé. Et la manière dont c'est soulevé dans le texte, ça laisse entendre que l'homme dragon se doit d'utiliser ses souffles, pas nécessairement au prix de sa propre vie, c'est vraiment dans une situation très très extrême. Les circonstances de ressusciter un personnage joueur sont très très minces. Oui, c'est inspiré de JRPG, mais ne comptez pas sur la plume de Phoenix, je peux vous assurer de ça. Il n'en demeure pas moins que son intervention doit être très très rare, mais elle doit avoir quand même une certain nombre d'utilisations, parce que plus il utilise des souffles ou des capacités, plus il fait appel à ces objets pour aider les joueurs, plus lui-même il gagne de l'expérience. Voilà. Donc il y a toute une alchimie autour du personnage, et la chose qui va en fait dominer l'essentiel de la partie et des thématiques de Ryotama, c'est l'harmonie. Les héros se lancent et dans certaines aventures, ils ont des raisons d'aller là où ils doivent aller, faire ce qu'ils doivent faire. Ensuite, il y a une force qu'ils supposent qui est toujours là. Il y a toujours des bornes ou des pagodes qui représentent des hommes dragons qui sont considérés comme des divinités protectrices, des divinités qui sont au-dessus de tout en sachant qu'au fur et à mesure qu'ils évoluent, certains dragons commencent à être plus dociles par rapport à eux. Les dragons ne sont pas des êtres malveillants ou bienveillants, je parle des dragons mineurs, donc ça fait que parfois quand des créatures viennent à intervenir en leur faveur, ils se disent qu'il y a probablement quelque chose à l'œuvre. C'est tout un mouvement de subtilité qui se trouve au travers du récit. Et c'est là où justement je vais commencer à parler des caractéristiques. Et comme je les oublie, du coup on va les citer, ne vous inquiétez pas, il n'y en a que 4. Il y a l'esprit, la vigueur, l'agilité et l'intelligence. Il fait partie de ces jeux. Au début, je pensais que c'était c'était Ryutama qui faisait ça, et puis ensuite certains ont eu l'idée aussi, comme genre My Little Pony Tresor Equestria, que j'ai déjà traité il y a très longtemps déjà, qui en fait au lieu d'utiliser des caractéristiques, ils utilisent des dés. Par exemple, on te dit ah t'es vigueur, bah vigueur c'est D4 ou D6 ou D8 ou D10 ou D12. Parfois on te dit D20. Mais je me souviens pas trop dans les circonstances dans lesquelles on fait le D20. Vous connaissez déjà le système, si vous êtes habitué au TTRPG, c'est vous devez faire égal ou au-dessus de la difficulté pour pouvoir réussir. Vous allez toujours lancer 2 caractéristiques. Des actions vont requérir une ou 2 caractéristiques. Quand il requiert une caractéristique, ça veut dire que tu vas lancer le même dé 2 fois. Voilà. C'est très facile à comprendre, il y a différentes interprétations. Même par exemple l'écran de meneur de jeu qui est, désolé mais je vais pas, voilà, je vous montre ça, voilà, c'est très facile à aborder. Donc par exemple on vous explique les tests de conditions, hein, voilà. Les conditions c'est quoi? C'est par exemple vous vous reposez, vous avez mangé, vous avez dormi. Après que certains aient fait un tour de garde, ce qui rappelle encore un petit truc que OSR, où les gens ont eu leur ronde de garde, puis ils ont pu bien se nourrir avant, ils se réveillent, ils font un test de condition, s'ils réussissent, voilà, ben, ils sont en forme, c'est-à-dire qu'une de leurs caractéristiques va monter d'un niveau de dé, et si par exemple la condition du personnage est, comment dire ça, si la condition du personnage est à 2, ben, il finit par diminuer à jusqu'à un certain seuil. Voilà, donc il y a des tests à peu près pour tout, et il y a certaines choses qui sont faciles à interpréter.
Et on va parler cette fois-ci de la partie où vous allez probablement vous douter. On va parler de la bagarre. Alors, la bagarre n'est pas le fort de Ryutama. Quand je parle de cet équilibre entre l'action, l'aventure, le roleplay, le romantique, voilà, l'aventure, toutes ces choses-là, ça peut laisser entendre que le combat est une partie négligeable. Ce n'est pas le cas. Pas du tout. Mais, dans le cas de Ryutama, ils ont voulu garder une approche qui est très très simple. Quand tu écoutes un petit peu ce qu'ils ont à dire en fin de livre, puisqu'en fin de livre, comme c'est une édition anniversaire, c'est l'édition anniversaire auquel je parle, ils expliquent un petit peu ce qu'ils avaient envie de jouer ou de découvrir, et le combat n'était pas leur premier truc qui leur venait en tête. Voilà, très clairement. Ils connaissent d'autres jeux de rôle, hein. Ils connaissent les Donjons et Dragons, l'appel de Cthulhu. Il paraît que l'appel de Cthulhu fonctionne plutôt bien au Japon d'ailleurs, à l'époque où ils ont écrit des trucs. Mais le combat n'est pas le point fort. Alors, comment ça va se passer? Vous avez un terrain, il est en forme d'œuf. Je vais probablement le faire apparaître à l'écran. Il y a une partie, le blanc de l'œuf, c'est la partie extérieure, c'est là où les gens peuvent attaquer à distance. Et ensuite, la partie jaune, c'est au corps à corps. Le terrain est divisé en deux. La partie jaune, c'est le contact. Adverse, allié. Divisé en deux parties. Aussi simple que ça. Pourquoi on vous demande de préparer les rencontres, les typiums rencontrés, les créatures qu'ils vont affronter? Donc, pourquoi tout est aussi segmenté et pourquoi tout a besoin d'une certaine préparation? C'est parce qu'en fait, à un moment donné, oui, on peut faire comme dans les JRPG en disant ouais, tac, c'est bon, on entre et puis il y a une thème de musicale qui entre. Vous avez marché dans la pampa pendant un moment et là, vous vous faites attaquer par trois chauves-souris géantes. Sauf que il faut représenter l'endroit. Comme c'est un truc abstrait, il n'y a pas de notion de distance, ouais, t'es à quelques mètres, etc., etc. C'est, vous apparaissez. Si vous avez, si par exemple le terrain vous est favorable, vous vous êtes pas fait attaquer par surprise, les gens qui sont habitués à être à distance, ben vous leur dites de se mettre dans le cercle à distance. Ceux qui sont rapprochés sont rapprochés. Et si jamais vous vous êtes fait pris en embuscade et qu'il y a une personne qui s'est fait prendre en embuscade, le combat sera en faveur des adversaires et par notion de facilité en fait, ben la personne qui serait attaquée va se faire attaquer par exemple au corps à corps et va se mettre dans le cercle au corps à corps. Simple, basique. Au travers du terrain, vous avez ce que je vous ai déjà dit, vous rajoutez en plus de ça le fait que de temps en temps il y a des objets qui se cachent, qui sont utilisables genre une fois, et je pense qu'il y a moyen de mettre des objets persistants, mais utilisez-les avec vraiment de la parcimonie. Je vais le rappeler une seconde fois, ce n'est pas un TTRPG. Donc le mec qui va trouver une épée de feu, qualité magnifique, enfoncée dans le sol, c'est faisable, mais c'est pas le cœur du jeu. Il vous donne des moyens de comment on enchante un objet ou les traits qui vont caractériser un objet. Mais les objets magiques, les gens qui vont vous dire oui, mais en fait, il est où l'épée de feu? Non. Voilà, vous avez senti la violence que j'ai dit non? C'est non. Voilà, il faut le savoir. Je dis pas que vous devez pas en mettre. Dites-vous juste que quand il y a des éléments, ça peut être une lance qui va se briser en un coup, une javeline, ou ça peut être un rocher qui permet de se protéger, et en plus ce rocher, eh ben, il y a peut-être un cristal magique, une géode dedans, et en fait, elle va dévier la magie, elle va le renvoyer sur l'adversaire. C'est pas des exemples qui sont présentés dans le livre, c'est un exemple que je vous donne, que vous pouvez faire, et ça va se passer. Ensuite, évidemment, il y a des notions comme l'initiative, j'ai oublié comment ils appellent ça, soit le courage, soit la bravoure. Si les créatures ne sont pas braves, elles vont finir par s'enfuir. Il faudra aussi se poser la question de combien de créatures on pourra mettre dans une rencontre. Le fait de déterminer à l'avance pour la grosse structure des scénarios, c'est une bonne chose, parce que si vraiment vous avez envie de faire vraiment comme l'expérience de JRPG, ce qui est louable, ce qui est autorisé et ce qui est, on va dire, viable sur le long terme aussi, puisque la logistique, ça va vous coûter quelque chose. Rien ne dit qu'au travers d'une tempête de sable,
vous finissez pas par perdre un équipement en cours de route, ou encore que, par exemple, une créature a lancé une malédiction sur de vos animaux de trait que vous amenez avec vous tout au long du voyage, et que cet animal de trait n'avancera pas plus parce qu'il est condamné, et que, du coup, entre l'attachement que vous avez avec et le fait que c'est une créature qui est quand même vaut une certaine somme d'argent, en fait, il y a une raison auquel on peut s'attacher aux objets logistiques ou aux créatures qui sont vos alliés. Vous devez faire très très attention à ça, mais vous devez aussi être prêt à les perdre, en fait. Voilà. Tout ceci étant dit, voilà à peu près ce qu'il faut savoir, c'est que sur le terrain, du côté adverse ou du côté allié, il y a des objets qui sont disséminés. Préparez en amont les éléments de la structure principale du scénario, c'est bien. Si vous rentrez dans des rencontres aléatoires, là vous devez apprendre à faire un petit numéro de contorsionniste pour pouvoir vous habituer et surtout ne pas faire des combats répétitifs. Ce qui est chiant avec les combats dans les JRPG, c'est que les combats soient répétitifs. Alors, il y a aussi un cas que je pourrais mentionner, c'est le fait que les personnages, plutôt certains joueurs de Ryutama, ont voulu mettre une notion de oui, il faut se déplacer de certaines cases, et des fois vous voyez des représentations de bataille, c'est comme ça qu'on appelle le terrain, avec des cases, etc. Il n'y a aucune raison de faire ça. Autant c'est un jeu où en fait le combat est très très simple, le terrain il est très très simple, il n'y a aucune raison de faire ça. Parce que quand tu regardes les habilités, on n'est pas non plus dans un jeu où, par exemple, les personnages qui sont spécialisés dans l'adresse ou les personnages spécialisés dans la magie ont une capacité qui vous dit vous pouvez prendre une personne et le faire venir dans cette zone-là de la bataille. Il n'y a aucune capacité qui permet de faire ça. Et quand tu regardes la capacité, le nombre de sorts que le personnage peut apprendre, même en évoluant jusqu'au niveau maximum qui est au niveau 10, à quel moment tu vas déterminer où ce type de sort va se placer. Laissez-moi vous dire une chose, c'est difficile, et je dirais même dans le doute, ne le faites pas. Si vous voulez changer la structure de l'œuvre de bataille, c'est certainement pas sous cet angle-là qu'il faudra le faire. Je dis que c'est possible, mais pas sous cet angle-là. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais ensuite, une fois qu'on a dit ça, on va parler maintenant de la progression des joueurs, puisque je trouve que c'était plus intéressant de parler de l'évolution des joueurs à partir du moment où je parle de la partie combat. Puisque, en fait, les joueurs ont ce que j'appelle 3 structures différentes qui vont composer leur identité, leur viabilité, leur essence en tant que personnage unique. Voilà. Évidemment, vous pouvez vous faire entourer de suivants, de créatures, mais pas n'importe quelle créature et pas n'importe qui peut être entouré de créatures, puisque par exemple, si vous voulez un autre exemple de pourquoi vous voulez utiliser, vous devez prendre l'écran de meneur de jeu, c'est parce qu'il est fourni avec le supplément traversé, et dans le supplément traversé, il y a une vocation qui s'appelle les invocateurs, et tu peux soit faire appel à ces créatures, soit ces créatures peuvent te suivre, et aussi tu vas devoir en fait interagir avec eux un certain nombre de fois. Voilà. Donc il y a ce qu'on appelle les vocations, ou plutôt l'occupation. Est-ce que vous êtes un noble? Est-ce que vous êtes un artisan? Est-ce que vous êtes un chasseur? Il vous donne des habilités hors ou en combat, ou les deux. Voilà, ça peut changer en fonction du type de personnage. Ensuite, vous avez le type de personne que vous êtes. Est-ce que vous êtes de type mêlée, de type technique ou de type magie? Donc, c'est-à-dire un spécialiste des arts martiaux, des arts mystiques, ou un espèce de jack of all trades qui a un seuil de réussite plus avancé. Voilà. Et ensuite, vous avez la troisième notion, c'est tout simplement votre place dans votre groupe de voyage. Est-ce que vous êtes le leader, vous êtes le diplomate, vous êtes l'intendant? Oui, c'est ça, c'est l'intendant. Est-ce que vous êtes le chroniqueur? Est-ce que vous êtes le cartographe? Vous pouvez aussi inventer d'autres rôles, puisque c'est vrai aussi que j'ai oublié de dire ça, mais le jeu se joue de 1 à 5 personnes. En comptant pas le meneur de jeu, donc maximum 6. On pourrait se poser la question du
Est-ce que c'est pas trop de personnes? La réponse est non, puisqu'on n'est pas dans un tabletop RPG. Le tabletop RPG, il faut que la personne, surtout si vous jouez théâtre de l'esprit, et même si vous n'avez pas le théâtre de l'esprit, vous avez une représentation, c'est toujours le même problème dans les deux cas. Vous allez toujours avoir des joueurs, ils vont dire « Oui, mais il faut que je réfléchisse, est-ce que j'utilise la même boucle de sort, ou est-ce que je dois me déplacer ?» Et ça fait réfléchir. Là, on n'est clairement pas là-dedans. Tu as une partie devant, tu as une partie de derrière, tu vois qu'il y a des objets. Ah oui, en fait, tu vois qu'il y a un petit couvert. Ah ben, vaudrait peut-être mieux que tu te mettes à distance. Et puis, en fait, il y a moyen aussi que vous ne faisiez pas en sorte que il suffit juste d'un combat binaire où les gens au corps à corps et des personnes à distance suffisent aussi. Vous pouvez aussi déterminer que, par exemple, si ils vont aux alentours de certains endroits sur une partie ou pas de l'œuvre de bataille selon certains tests réussis, par exemple, imaginons que vous êtes dans une bataille de taverne, il y a un imp qui a été invoqué, et c'est un imp de feu qui va vite se servir du feu un peu partout pour embraser en dehors de là où en fait les flammes ont été allumées pour essayer de causer un incendie. Sauf que le imp, lui, il est vulnérable à l'eau, et vous le savez très bien. Bah, par exemple, imaginons que vous avez un personnage qui est par exemple, je sais pas moi, le fermier, et que même s'il est de type combat et il est en mêlée, il est techniquement posé à distance parce que le imp les a surpris. Ben vous pouvez vous dire, ah merde, il faut que je lui balance un seau d'eau. Et vous vous dites, il y a le seau d'eau là, il y a la serpillière pas loin, allez, on va y aller. Et ensuite, le personnage, comment dire ça, le meneur de jeu vous dit, ok, alors là, il faut que non seulement tu y ailles pour prendre le seau, mais il faut aussi envoyer avec force l'eau dans la direction, puisqu'il est quand même surélevé. Et là, il va vous dire de faire un jet de vigueur plus agilité, et ensuite, dans l'œuf de bataille qui est censé être un modèle simple, vous arrivez à faire justement une manœuvre qui va dynamiser le combat en n'ayant juste que deux facettes. Et voilà, vous pouvez très bien vous baser sur l'œuf de bataille tel quel et enrichir le gameplay, parce que vous soyez en combat ou hors combat, dites-vous juste que la force dominante, c'est le théâtre de l'esprit, même s'il y a une représentation du champ de bataille qui est bel et bien présenté devant vos yeux. Et c'est pour ça aussi que j'appelle ça Abstract Tactical RPG. Le abstract, il n'a pas seulement lieu dans la bataille, il a aussi lieu en dehors, puisqu'il n'y a pas d'unité de mesure. Oui, tu dois faire tel quelques mètres. Tu peux faire une estimation dans un rapport de difficulté, mais pas tellement dans un rapport d'unité de mesure. Et c'est comme ça qu'en fait on arrive à dynamiser le jeu. J'essaie un peu de vous expliquer en patchant un peu certains trucs, parce que moi-même je sais que je vais m'y mettre à un moment donné. Voilà. Et le truc, c'est que quand vous allez évoluer du niveau 1 au niveau 10, à des moments donnés, je crois que c'est au niveau 3, au niveau 5, c'est ça, 5 ou 6, et au niveau 8 ou 9, vous pouvez rajouter des éléments. Je ne dirai rien par rapport à la notion de distribution d'XP, puisque la distribution d'XP, je juge qu'elle est assez bien faite. On n'est pas dans un rapport où en fait vous allez donner de l'XP à tir-larigot. De toutes les façons, les créatures vous disent exactement quel type d'XP ils vont vous donner. Si vous inventez une créature, vous allez utiliser le cadre, et le cadre que vous allez utiliser va vous dire combien d'XP vous allez à peu près donner. Donc le jeu est bien entouré pour pouvoir accueillir de nouvelles choses. Ça fera partie de la conclusion. Et du coup, en face, les créatures, ça donne quoi? Alors, les créatures, je les trouve intéressantes. Elles ont systématiquement un drop, elles ont une quantité d'XP, elles ont des caractéristiques comme vous, elles ont un rapport de difficulté bien particulier, elles ont aussi de la bravoure, ce qui fait que si vous combattez un certain nombre d'adversaires, eh ben, par exemple, la bravoure, le courage peut descendre et ils peuvent se tirer, mais c'est valable pour vos alliés aussi, vos suivants, ou des énièmes créatures que vous avez de votre côté. Il faudra faire très très attention à ça. Là où je trouve que c'est un peu dommage, c'est qu'ils auraient dû s'appuyer quand même un peu plus sur le côté JRPG et avoir plus confiance en leur projet. Parce qu'en fait, une créature peut avoir jusqu'à 1 à 3 passifs. Souvent, certains passifs te donnent du drop en plus,
il te donne une habilité spéciale ou il te donne une attaque en plus. Le fait est que une créature n'a qu'une seule attaque par défaut, et ensuite, s'il a plus de choses, il les a dans les propriétés. Alors, bon, on a tendance à l'oublier, mais Pokémon est un JRPG aussi. Donc, mettre 4 attaques au maximum viable, ça aurait été quand même pas mal. Par exemple, ou 4 attaques ou 4 habilités. 4 habilités cœur plus des passifs. Par exemple, imaginez, vous avez la licorne. Je vais prendre la licorne du jeu, du jeu vidéo que j'apprécie le plus, qui n'est pas un JRPG, mais que j'apprécie quand même. C'est un STR qui s'appelle Warlords Battle Cry. Je vais prendre la créature que j'adore, la licorne. Alors, on va pas se mentir, la licorne, elle est fragile. Elle n'est pas si forte même pour une unité de type cavalerie ou une unité à 2 cases, puisque dans Warlords Battle Cry, il y a 3 types d'unités, les unités à 1 case, les unités à 2 cases et les unités à 4 cases. C'est une unité à 2 cases, une unité de cavalerie, mais elle est fragile. Pas de souci, parce qu'en fait, elle a une habilité de cure, elle peut soigner les altérations d'état, elle a la guérison de soins, peut soigner en gros, et il a l'habilité à la corde. Mais c'est pas suffisant, parce qu'en fait, il a un truc en plus, c'est qu'il a ce qu'on appelle l'aura de crainte respectueuse. C'est ce truc de malade. En gros, quand des créatures s'approchent d'elle, il y a une baisse du score d'attaque et du score de vitesse, parce qu'il est hésitant à attaquer la créature. Ce qui fait que la créature a pas mal d'habilités et pas mal de défense, pas mal de moyens de se défendre. Rien n'aurait empêché, par exemple, qu'avec tout ça, tu mets une attaque au coup de sabot, une attaque au coup de corne, et que même si, par exemple, tu te dis, oui, mais bon, imagine qu'il y a beaucoup d'attaques qui ont les mêmes bases sur les jets de caractéristiques pour l'aider. Oui, mais c'est pas systématique parce qu'on voit bien sur le tableau des armes que les armes ne tapent pas pareil. Donc, les attaques peuvent ne pas taper pareil, et surtout, si vous interprétez dans Ryutama un homme dragon, plus vous êtes un meneur de jeu, vous devez savoir que, par exemple, une créature peut, par exemple, pour briller, notamment par exemple pour les gens qui sont habitués à jouer à des jeux OSR, une créature peut avoir plusieurs attaques, et que au lieu de se focaliser sur une seule attaque qui est censée être la plus forte, vous allez lui mettre l'accès aux attaques qui sont accessibles et les claquer petit à petit. Ce qui fait que, par exemple, dans le cas de la licorne, coup de sabot, ensuite coup de corne. Ou charge, coup de corne, coup de sabot. Comme ça donne de la variété aux attaques, ça donne un pattern, ça immortalise le caractère de créature que représente la licorne, et aussi que cette façon, cette mentalité fait partie du game design dans le combat. Voilà. C'est un peu ce que j'avais envie de dire là-dessus. Donc, et là, il y avait pas mal de choses à dire. Et les créatures, justement, je trouve que ça manque. Mais c'est pas un truc qui est faible et c'est pas un truc qui ne peut pas être patché. Je viens de faire tout un speech pour vous expliquer comment potentiellement on peut le patcher, en se basant sur des éléments qui se basent sur le JRPG, sur d'autres formats de jeux vidéo, sur de l'OSR, sur du jeu vidéo. L'inspiration est partout. Voilà. Le truc que, par contre, je vais mettre dans le côté positif dans les créatures, on ne se retrouve pas avec des créatures à 500 points de vie. Merci. Non, parce que franchement, les TTRPG où les monstres ont 500 points de vie, même si tu sais qu'il y a des multiplicateurs, que dans les jeux récents, certains tabletop, oui, mais t'as le dé de vie que la race te donne, qui te donne plus de vie à toi, plus ta classe qui te donne ton dé de vie à toi. Non. Quand il y a trop de PV, il y a trop de PV. Les combats qui durent 4 heures, c'est pas tellement au goût des gens de maintenant. Et je vais pas mentir, c'est pas trop à mon goût non plus. C'est pour ça que l'essentiel des jeux que je joue, les combats sont expéditifs. Voilà. C'est aussi simple que ça. Comme on est dans un esprit un petit peu JRPG, si vous avez aussi envie de tomber pour une fois que les gens le font dans la bonne notion, puisque des fois quand ça le fait dans le TTRPG, les combats deviennent fatigants et frustrants,
mais à la fin, parce que oui, ils ont su dépasser ça, ils trouvent ça génial, ben on peut mettre une deuxième phase, ou un comportement qui change, et des éléments qui changent aussi. C'est faisable, mais les créatures n'ont pas une quantité de PV. Par précaution, je suis quand même allé voir pour voir les PV des dragons. Ça va, franchement, je crois que un des trucs qui est le mieux réussi, c'est la quantité de PV donnée aux créatures. Quand tu vois un paysan de base, tu regardes ses PV, tu te dis, ouais, ça se voit qu'on est des héros. Quand tu vois des gens qui sont à peu près de votre niveau d'engagement sur le chemin de l'aventure, vous vous dites, ouais, ça se tient. Vous voyez une créature que vous avez l'habitude de voir dans les jeux, genre un loup, un sanglier, vous dites, non, les points de vie se tiennent. Je crois que c'est un des rares jeux où les PV, je trouve que le ratio il est bien distribué, même dans les profils adaptatifs. Je trouve ça très très bien. Niveau ressenti, j'aurais pas d'autre chose à dire sur Ryutama, si ce n'est que bah, c'est un jeu qui a un énorme potentiel. Voilà. J'adore les JRPG de base, hein, donc tout ce qui est fantasy, tout ce qui est imaginaire, vous le savez très très bien. Je ne peux que dire que c'est un très bon jeu. Après, bon, après on pourrait me dire, ouais, mais qu'est-ce que ça vient faire tout ça, le supplément traversé? Ben, le supplément traversé, il rajoute de nouvelles vocations, de bonnes, pas forcément liées au déplacement maritime, puisque c'est surtout de ça que ça va parler. Il explique au travers des chatons gobelins que l'on peut créer à peu près comment faire d'autres espèces si on en a envie, sans trop casser le jeu en plus. Et il y a aussi d'autres éléments qui sont en rapport avec le combat maritime, l'équipage, les déplacements. Et le truc qui est assez intéressant là-dedans, c'est que tu peux prendre ces notions-là et l'appliquer aux gens qui, par exemple, aiment beaucoup, comme dans les Final Fantasy, avec cette espèce de rapport avec les bateaux volants ou les bateaux coptères, des déplacements d'île en île. Pourtant, cet exemple, me semble-t-il, est utilisé parmi les mondes faisables pour Ryutama. Pourtant, ce n'était pas dans le jeu de base, je me demande bien pourquoi. Et évidemment, on peut aussi peut-être passer aux parties où on va dans l'espace, comme dans Phantasy Star, Star Ocean, etc., etc. Il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter, hein. Je veux dire, vous prenez tout ce que j'ai dit sur Ryutama, tout ce qu'il y a de didactique, comment il vous explique les différentes choses pour représenter le déplacement maritime, les équipages. Toutes ces choses-là sont explicitées dans le supplément traversé. En fait, pour moi, le supplément traversé devait être dans le livre de base, et je pense que c'est certainement pour ça que le supplément traversé a été mis de base avec l'écran de meneur de jeu. L'écran de meneur de jeu, il n'y a rien à dire, c'est un très bon outil, en général, pour pouvoir évoluer avec. Je dis un très bon élément utile. Je dirais même il est indispensable. Il est indispensable, surtout si on commence, parce que pas mal de livres de jeux de rôle, quand ils présentent plusieurs suppléments, ben l'écran de meneur de jeu ne met pas à jour les informations. Pour le cas de l'écran de meneur de jeu de Ryutama, ben très clairement, la partie maritime n'est pas présente, mais vous donne quand même l'essentiel généralisé pour pouvoir avancer. Parce que de toutes les façons, parcourir la partie maritime est quelque chose qui peut facilement être parcouru dans ce fascicule-là. C'est vrai que j'ai un petit peu mis de côté les données techniques. Le livre, les deux livres sont en français. Voilà, il faut le savoir. Celui-là, le supplément, il fait 30 pages, 31 pages exactement, tandis que l'autre, je crois qu'il fait à peu près une centaine de pages, 200 pages, 198 pages. 198 pages. Donc, on a un très bon ouvrage, un très bon élément de gamme pour jouer, et surtout, un jeu qui m'a laissé songeur. La partie dont je vais traiter là, c'est une partie qui est vraiment à une échelle beaucoup plus personnelle. Quand j'ai commencé à découvrir ce qu'était le jeu de rôle, je connaissais le jeu de rôle à distance. Ça, c'est une histoire que je raconte que bien trop de fois, même si c'est rarement, qui fait que je connaissais pas trop le jeu de rôle, ce que c'était au collège, mais j'en connaissais des gens qui y jouaient et qui en parlaient. Le truc, c'est que j'ai découvert après, des années après.
quand j'ai réfléchi à ce que je voudrais faire comme jeu de rôle, évidemment, ce que j'étais en train d'écrire, l'univers que j'étais en train d'écrire, rentrait en fait dans ce que j'avais envie d'interpréter. J'avais pas seulement envie de raconter une histoire, j'avais aussi envie aux gens de donner la volonté de rentrer dans cet univers avec un paradigme qui est en fait celui de l'univers, mais aussi très bien ancré dans le média. Prendre un système générique n'aurait pas suffi. Je n'ai pas d'a priori avec les systèmes génériques, puisque je parle énormément de systèmes génériques. Le W système de luxe, True 20, Newton Masterminds aussi, même si c'est pour les super-héros, et même la gamme Age en général, surtout Modern Age, permet de passer différents trucs. C'est juste que j'avais envie de représenter cette expérience. Et ça fait un peu partie de ma réflexion récente sur les jeux de rôle, notamment qui sont inspirés de franchises connues. C'est qu'on est tombé dans la partie où le jeu de rôle est devenu un goodies et pas devenu un média. J'ai tendance à me méfier énormément maintenant des propositions de jeux de rôle. Je vous ai pourtant parlé de Is, je vous ai parlé de Shin Megami Tensei, je vous ai parlé de Phantasy Star qui va sortir en jeu de rôle. Ce sont des JRPG dont je reconnais, on va dire, la qualité, mais malheureusement, je me pose la question, est-ce que la volonté mercantile et parfois, chez certains développeurs de jeux de rôle, la volonté de le greffer à un système qui est bien connu, va tomber dans la facilité. Pour Phantasy Star, pour moi, ça sera un rendez-vous obligatoire, ça sera un livre que je vais avoir. Mais pour revenir un petit peu sur mon approche à moi, quand j'ai découvert ce qu'était le jeu de rôle, avant d'avoir les deux jeux qui allaient être les deux premiers jeux de rôle que j'avais, c'est-à-dire respectivement EW System de luxe et Warhammer première édition, je me disais, ah, le jeu de rôle, j'aurais voulu que ça fonctionne un peu comme du JRPG, est-ce que c'est faisable? Puis j'ai eu des jeux qui étaient plus du tabletop, et je m'étais résigné, je m'étais dit, ah, si c'est comme ça, ben, je vais respecter le média. Et c'est peut-être ça aussi le truc qui fait que j'ai beaucoup végété là-dessus. La représentation en tabletop de mon jeu de rôle a fonctionné. Les joueurs avec qui je jouais ont apprécié. Mais il y avait toujours un truc qui manquait. Et ce truc qui manquait, c'est que j'ai compris par le prisme de ce que j'apprécie en matière de format dans le jeu de rôle, c'est que je préfère le théâtre de l'esprit. Je n'aime pas la figuration. La figuration fait appel, pour la plupart du temps, à des objets ou à des éléments qui va demander de la figuration. La figuration en tant que telle n'est pas un problème. Le problème, c'est que tous les gens fictifs ne sont pas bien représentés. La science-fiction peut avoir différentes formes, pourtant, c'est assez timide de trouver ce qu'on veut. L'urban aussi. Représenter du tabletop dans un monde de super-héros, c'est une véritable purge. Dans Mutant and Masterminds, imaginez une carte, même par exemple en X, ça ferait du 130 par 130, ça ne représenterait même pas l'équivalent en fait de 1/8 des déplacements que peut avoir un personnage de niveau 10 qui s'est vraiment investi dans les rangs de pouvoir, dans la vitesse. Et c'est ça que j'avais aussi envie de représenter, c'est des personnes qui sont capables de faire des habilités très très fortes, des actions qui peuvent retourner vers l'essentiel, des créatures qui sont pas des monstres, puisque ça c'est un truc qui va arriver dans le futur, je vais parler des monstres bientôt. Les créatures et les monstres, pour moi, c'est deux définitions qui vont finir par changer. J'ai plutôt tendance à dire créature plutôt que monstre, parce que monstre a une connotation, c'est pas forcément la connotation négative seulement, mais elle a une connotation beaucoup plus technique, beaucoup plus stylisée, et que malheureusement, les gens ne savent plus produire des monstres. Mais ça, c'est dû à une fonction, à une production dans le jeu de rôle, mais aussi dans les univers fictifs, une façon de voir qui finit en fait par faire dépérir certaines définitions, voire même les effacer. Et après, j'ai relu Ryutama 9 fois. Quand j'ai voulu parler de Ryutama la première fois sur la chaîne, je l'avais déjà lu 3 fois. Puis je l'ai relu, j'ai repoussé maintes et maintes fois. Et du coup, là, je pense que j'en ai dit suffisamment pour vous dire que c'est un bon jeu. Il fait partie des types de jeux qui sont dans l'ADN de ce que j'aime. On peut traiter d'à peu près tout.
il y a cette égale importance entre l'action, l'aventure, le roleplay, le combat, le romantique dans toutes ses définitions, la romance même si possible. Tout cela est présent dans Ryutama. Même la magie dont je n'ai pas beaucoup exploré les choses, c'est quelque chose qui est facile à explorer en fait. Il y a plusieurs saisons qui sont représentées. Il y a 3 degrés d'école avec des fonctions qui sont utilisables soit en combat, soit en combat. Et les choses n'ont pas forcément rapport avec le combat ou avec la logistique. Il y a aussi le rapport émotionnel qui est dedans parce que l'émotionnel est rattaché aux conditions aussi. Ce qui fait que le rapport émotionnel est mis en avant, ce qui fait que le roleplay et le côté romantique arrivent à mettre une emphase là-dessus. Voilà. Et il a aussi cette division en 3 de jeux de rôle que j'apprécie chez la majorité des jeux que j'adore jouer, auxquels je reviens. C'est qu'il y a une partie du livre qui est très solide, qui ne bouge pas, qui est facile à comprendre. L'autre partie qui laisse une part belle à l'interprétation ou à la modulation et à des changements. Et la 3e partie où le jeu te dit, je t'ai donné les outils, tu te démerdes. Il n'y a pas de setting avec. Tu crées l'univers avec les joueurs. Comme ça, les joueurs sont attachés à cet univers. Les joueurs peuvent vous faire confiance en vous disant, mais vas-y, fais l'univers, on te fait confiance. Mais j'aurais plutôt eu tendance à dire ça, puisque je l'ai dit au début de la vidéo. Je voulais vous en parler, mais je préférais le faire à la fin, après avoir parlé de toutes les spécificités du jeu. Je pars du principe que oui, effectivement, vous devriez créer l'univers tous ensemble. Créer un univers seul, c'est laisser le joueur, le joueur qui va être meneur en tout cas, dans une posture où il va être le créatif et les autres vont être les consommateurs. Ryutama est toujours dans un esprit de partage. Que les personnes pensent qu'ils n'ont pas de créativité, c'est possible. Que les gens, en fait, ne sont que des éponges à culture pop ou culture générale ou suivent la mouvance, c'est une chose. Mais la volonté de vouloir créer un univers et de faire en sorte que tout le monde mette de la main à la pâte, ça permet de mieux les engager. Pourquoi vont-ils sur ce chemin de l'aventure? Pourquoi interprètent-ils ces héros? Pourquoi, en fait, certaines thématiques plus avancées où l'aspect émotionnel n'est pas ancré dans le système de jeu, mais laisser la part belle aux joueurs? Par exemple, j'aurais pu prendre l'opposition avec on va dire son successeur direct, qui est Fabula Ultima, qui représente l'esprit des Final Fantasy, mais qui est inspiré de Ryutama dans cette approche d'égale, on va dire d'égale importance, même si on sent que, par exemple, pour le côté émotionnel, c'est très structuré, peut-être même trop, ou le combat, on sent quand même que comme c'est du Final Fantasy, certains objets sont ancrés là-dedans. Dans Ryutama, il y a des catégories d'armes qui sont manquantes. Il y a des éléments qui sont manquants aussi. Les objets magiques, n'y comptez même pas. Il y a des traits pour les objets. Les objets peuvent être magiques. Mais pourtant, on ne va pas vous donner une liste. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils avaient envie de créer, en fait, une zone neutre, de vastes prairies, de larges vallées, où la créativité pouvait s'épanouir parce que vous avez mis la main à la pâte. C'est pour ça que Ryutama, je considère que c'est un jeu que je recommanderais pour débuter, pour des gens qui ont vraiment envie d'avoir cet esprit de vouloir partager une expérience de JRPG, qui adorent les JRPG, qui sont capables aussi de composer avec en fait des éléments techniques, mais qui va être juste expliqué en quelques lancers de dés du résultat que ça va donner, avec un certain nombre de vocations également. Tout ça mis en fait avec une expérience qui, pour moi, représente en fait ce que moi j'ai adoré dans le jeu de rôle en premier lieu. À l'échelle du jeu vidéo, pourquoi je reviens systématiquement dans un Morrowind et que Skyrim par exemple m'a gavé, c'est parce que Morrowind, c'est une carte, c'est la carte de Vardenfell, c'est un endroit que je connais. Balmora, c'est ma deuxième maison. Vous voyez ce que je veux dire par là? Il y a des endroits auxquels on peut être attaché et il y a des propositions où vous pouvez vous dire, je décide de me poser. Ça aussi, c'est un autre rapport que je pourrais faire en parallèle avec le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, quand j'ai composé mon personnage dans Daggerfall, j'ai créé
un rouge garde. Il voulait être, en fait, un guerrier prêtre de la maison de Dibella. Malheureusement, à cause d'une maladie, on a fini par le rejeter parce que la maladie l'avait défiguré. Et sur le chemin, après avoir cavalé pendant très très longtemps, il a atterri à Penford Derry, une carte qu'il générait aléatoirement, parce que c'est le cœur même de ce qu'est en fait Daggerfall. C'est une grosse simulation de fantasy, mais une fois qu'il est rentré, une fois qu'il avait besoin d'aide, il est rentré dans le temple d'Arké, et ils lui ont demandé est-ce que tu voulais rejoindre. Il a dit oui. Ils ont guéri toutes ces maladies, alors qu'ils pouvaient très bien le faire bien avant, mais ils l'ont fait parce qu'il fallait en fait qu'il se trouve un moyen de s'engager et de trouver une nouvelle voie. Et ça, c'est expliqué avec des multitudes de scénarios différents, des éléments qui sont posés dans le jeu et qui sont génériques. La différence, c'est que dans un jeu de rôle, tu peux décider ce que tu as envie de raconter, ce que tu as envie de montrer. Et le rapport qui est très difficile aujourd'hui, c'est que dans le jeu de rôle, il y a aussi les personnes en face. Il y a l'altérité. Il y a des choses qu'on voyait dans le jeu de rôle qu'on n'a plus envie de voir. Il y a des choses qu'on a envie de questionner, Il y a des choses qu'on n'a pas tellement envie de voir. Il y a des éléments par lesquels on n'a pas envie de traverser. Mais pourtant, ces éléments-là, ils sont sujets à discussion. On est déjà autour d'une table quand on fait du jeu de rôle. Ben, quitte à être déjà autour d'une table, pourquoi ne pas composer ensemble ce qui va constituer l'aventure qu'on va suivre. Ryutama représente parfaitement cet aspect-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Ryutama. J'ai mis énormément de cœur là-dedans, ça a été très galère. Désolé d'ailleurs pour l'absence, puisque j'ai eu pas mal de mauvais moments ces temps-ci. C'est pour ça que vous m'avez pas vu et que soudainement vous avez vu une avalanche de shorts. Mais là, ça va mieux, ne vous inquiétez pas. La prochaine fois, alors, je ne sais pas quelle vidéo je vais traiter, j'ai pas mal d'idées en tête. Mais ça va arriver, je vais enchaîner les trucs petit à petit. La prochaine lecture holistique sera sur Knave seconde édition. Voilà, c'est un jeu qui reprend l'esprit du Old School Revival de l'OSR. Et je le rappelle, je considère que Ryutama dans son esprit est aussi du mouvement OSR. C'est pas du tabletop et ça n'a pas besoin d'être du tabletop, le Old School Revival. Le Old School Revival, c'est une simplicité de game design, des choses facilement encadrées pour pouvoir traiter, et surtout, quand on vous dit que faites-vous, vous avez très clairement une large idée de ce que vous savez et vous pouvez faire en fonction de votre vocation, de votre place dans le groupe et du type de combattant que vous êtes. Donc, j'ai hâte de parler d'un peu plus de livres là que j'ai envie d'explorer. En tout cas, la page se tourne pour Ryutama. N'hésitez pas à aller faire un tour. Moi, Ryutama, je l'ai pris sur l'atelier Philibert, mais allez regarder sur le site de Black Book Edition aussi. Il y a peut-être des chances qu'ils sont là. En tout cas, pour ceux qui sont de la partie francophone, allez regarder l'atelier Philibert ou bien Black Book Edition pour trouver Ryutama. Prenez-le avec l'écran de meneur de jeu. Alors, c'est vrai que pour le prix, je fais le truc un peu de manière décousue. L'écran plus le supplément traversé, c'est écrit 20 €, je crois que c'est à peu près ce prix-là que je l'ai pris. Et le jeu de base, il était à 35, mais je l'ai eu pour moins cher. Je crois que je l'ai eu à peu près pour 45 € le tout. Voilà, il y avait une grosse réduction, me semble-t-il, au moment où je l'avais prise. Voilà, c'est tout. En gros, c'est l'essentiel de ce qui va composer la gamme. Je vous dis à la prochaine fois, n'hésitez pas à me poser des questions sur Ryutama si vous en avez. En tout cas, jusqu'à la prochaine fois, je vous dis salut à tous.